Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Julia Faure. Salut Jean-Philippe. Bienvenue sur Oser. Merci. Alors aujourd'hui, Julia, je voulais qu'on discute de ton entreprise, Loom, et notamment de son modèle économique qui est assez innovant par rapport aux startups plus traditionnelles, notamment puisqu'il est pensé avec les limites planétaires. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu quelle est l'activité de ton entreprise, et puis après, on ira sur les différents thèmes de la discussion. Ça marche. Donc moi je m'appelle Julia Faure, je suis la cofondatrice de Loom, qui est une marque de vêtements conçue pour durer. La particularité de notre marque de vêtements, c'est que on embrasse la thématique le lien entre l'industrie textile et le réchauffement climatique, et on est réaliste sur le fait qu'il faut produire et consommer beaucoup moins de vêtements. Donc pour faire en sorte, donc à la fois on produit et on vend des vêtements neufs, mais pour faire en sorte de ne pas, de vendre dans les limites de la planète, dans la limite des besoins des gens, on essaye de faire que les gens gardent nos vêtements les plus longtemps possible, qu'il n'ait pas besoin d'en racheter. Donc ça passe par faire des vêtements de bonne qualité, solides, vers des vêtements qui ne se démodent pas, qui ne passeront pas, où la coupe ne sera pas importable d'ici 3 ans, mais ça passe aussi par ne pas inciter les gens à consommer des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc pour ça, on ne fait pas de collection, pas de promotion, pas de dark pattern, les incitations à consommer qui jouent sur des biais cognitifs comme 4 personnes sont en train de regarder ce t-shirt ou plus que 2 en stock. Ça, on D'accord. Et enfin, la dernière chose qu'on fait pour s'assurer que les gens gardent leurs vêtements le plus longtemps possible, c'est on accompagne vachement sur l'entretien et la réparation du vêtement. Il y a quelqu'un chez nous qui s'appelle Claire, qui est une spécialiste de ça et qui passe son temps à globalement tester différents types de lessive, tester différents types de cirage, tester différentes techniques pour supprimer les bouloches, reblanchir un t-shirt, etc. Et c'est D'accord. le dernier sujet sur lequel on est. Ok, génial. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que t'es venue cette idée et quel était peut-être l'objectif quand vous avez créé Loom? Est-ce que ça venait directement en fait d'une volonté d'être un modèle en fait pour montrer que on pouvait avoir une entreprise, vendre des vêtements, mais le faire différemment? Non, 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 au début, au début, c'était vraiment non, au début, c'était une bonne idée business. Enfin, nous, on est devenus conscients de la gravité du réchauffement climatique et de notre responsabilité de faire le mieux qu'on pouvait. Au moment où on a monté la boîte, c'était pas ça. Enfin, oui, on avait conscience qu'il y avait un problème d'écologie, mais c'était pas aussi clair dans notre tête. Et au début, c'est juste qu'on avait une bonne idée de boîte. On se disait, les vêtements sur le marché, soit c'est de la merde, soit c'est pas de la merde, mais c'est impossible de le savoir. En tout cas, tu peux mettre 100 balles dans un polo ou dans un pull et qu'il soit détruit au bout d'un lavage. Et on s'est juste dit, voilà, il manque sur le marché des vêtements, enfin, tu vois, une marque chez qui taille et tu sais que tu peux acheter les yeux fermés parce que ça va être le bon prix et la bonne qualité. Au départ, D'accord. on part de ça comme constat. Et en fait, donc c'était 2016-2017. Et je pense que comme une grosse partie de la population, enfin, genre, ce qui était un problème écologique lointain où on sentait qu'il fallait faire des choses est devenu quelque chose de plus concret, le réchauffement climatique, quoi. Et ses causes et la manière de lutter contre ce réchauffement sont devenues aussi plus claires pour nous. Voilà. D'accord. Et par exemple, sur le textile, sur les fringues, au début, on se disait,
bah oui, en fait, le problème, c'est qu'on consomme trop de vêtements. Et donc, si on consomme trop de vêtements, c'est parce que les fringues sont de mauvaise qualité. Donc, il suffit de faire des fringues de bonne qualité. C'était ça notre postulat de départ. Donc, on arrivait D'accord. un peu à réconcilier dans notre tête. On disait, là, bon, bah, c'est super ce qu'on fait. En fait, dans les faits, les gens consomment trop de vêtements, pas tellement parce que la qualité s'est dégradée. C'est pas, ça, c'est plutôt le cas chez les marques chères, mais bon, il y a des marques de la fast fashion où la qualité est exceptionnelle. Par exemple, Uniqlo. Enfin, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Enfin, tu peux garder tes fringues Uniqlo des années. Donc, pourtant, donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'achète pas de plus en plus de vêtements parce que la qualité s'est dégradée. On achète de plus en plus de vêtements pour deux raisons. Parce que ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte environ 2 fois moins cher que dans les années 80. Et ça, c'est Ok. lié aux délocalisations. Et on achète beaucoup de vêtements aussi parce que on a sans cesse envie de nouvelles choses. Parce que l'industrie textile se dédie à inciter à consommer, à renouveler le désir, à créer du désir à travers à la fois les collections et à la fois aussi la pratique de la promotion en permanence. Les prix barrés, c'est vraiment quelque chose où nous, en tant qu'humains, on a du mal à résister à cet effet d'aubaine, quoi. Donc, D'accord. Et ça, c'est une analyse que vous avez fait a posteriori, après avoir lancé l'entreprise. ouais, au cours du temps, quoi. Au cours du temps, on se dit, en fait, au début, on était là, bah, mais les marques de la fast fashion, c'est de la merde, c'est pour ça, il faut juste faire de la qualité, ça ira. Et en fait, nous, on teste nos fringues en labo. Et on teste aussi les fringues de la fast fashion pour voir leur qualité. Et on Ok. teste aussi des marques, et on teste aussi les marques chères et tout. Et tu serais très surpris du résultat. Mais globalement, enfin, tu vois, tu peux acheter des trucs chez Decathlon, ça peut être de la très bonne qualité, même si ça coûte 3 euros. Enfin, alors que tu peux Ouais. acheter la même chose dans une marque chère et ça peut vraiment être nul. Donc, il n'y a pas du tout, ça peut arriver, hein, mais c'est pas du tout une corrélation directe dégradation de la qualité des fast fashion. Ce qui était une conviction qu'on avait profondément en montant ce truc, quoi. D'accord. Et mais ce que tu disais sur Uniqlo, ça me parle puisque bah, j'avais cette discussion avec ma femme il y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, où elle me disait: «Ah, tiens, regarde, j'ai encore mon petit t-shirt Uniqlo que j'ai acheté il y a 10 ans et il n'a pas bougé, quoi. Pas de Mm, bouloche, rien, alors que enfin, il est mis 3 fois mm. par semaine et il ne bouge pas, quoi. Ouais, ouais. C'est Et, et- et d'accord. c'est pas, et c'est pas pour rien, hein. Enfin, donc nous, on a un peu compris qu'est-ce qui faisait ça, qu'est-ce qui fait la qualité. Enfin, globalement, Uniqlo, enfin, c'est de la bonne qualité, mais c'est mal, hein. Globalement, ils produisent dans les pays, voilà, moins disant socialement, écologiquement. Les ouvrières sont payées $100 par mois. Bon, c'est pas durable pour la planète, mais en tant que consommateur, ils font de la bonne qualité. Mais parce que c'est pas très dur en fait, de faire de la bonne qualité. Enfin, je veux dire, en fait, par D'accord. exemple, il y a eu le développement de toutes les fibres synthétiques. Tu vois, genre le polyester, le nylon, etc. Ça, tu mets un peu de fibres synthétiques dans un vêtement, ou beaucoup, c'est increvable par rapport aux fibres naturelles. Tu vois. Et aussi, il y a les techniques de Ok. filature qui sont améliorées. Et il suffit. Et ensuite, ces marques-là, ça fait quand même longtemps qu'elles sont dans le secteur. Donc, elles ont appris des choses. Elles ont des ingénieurs textiles qui sont bons dans ces choses-là et tout. Donc, si elles veulent faire de la qualité, c'est bien plus facile pour elles que pour nous. Et tu peux prendre l'exemple de Decathlon. Decathlon, c'est assez intéressant. Decathlon, c'est quand même des produits de bonne qualité, mais vraiment produits à l'autre bout du monde et qui coûtent 2 euros en magasin. Donc, c'est Hmm. vraiment pas ça dont on a besoin pour l'avenir de notre planète, mais par contre, ils mettent le paquet sur faire le meilleur rapport qualité-prix pour le consommateur. Et donc, ils font des tests, ils sont hyper inventifs sur l'ingénierie textile, etc. Quoi. Donc, t'as pas du tout, en fait, c'est ça. Il n'y a pas du tout de corrélation entre fast fashion et dégradation de la qualité. D'accord. Et vous, aujourd'hui, vous vous positionnez comment? C'est quoi un peu, j'allais dire, votre raison d'être et ce que vous voulez apporter sur le marché, du coup? Euh, Ça encore, hein, là, on est arrivé à la réflexion où, globalement, la boîte, elle est rentable. OK. On est cinq, on s'amuse bien, enfin, on s'entend bien. Enfin, tu vois, on kiffe notre vie et tout, donc on est content de notre boîte. Donc notre boîte, ça va. Maintenant, l'industrie textile n'a jamais été aussi polluante, n'a jamais été autant un problème pour l'habitabilité de la planète, et il y a vraiment rien qui freine cette tendance-là. Enfin, vraiment, il n'y a rien. Enfin, tu vois, tous les engagements des marques, c'est des trucs qui sont à côté de la plaque, qui n'adressent pas le problème principal qui est globalement la surproduction et la surconsommation qui va avec. Donc voilà, donc on est heureux, notre marque va bien, mais on va, tu vois, genre, globalement, on va tous mourir. Là, ce qu'on se dit, c'est que l'argent que génère notre boîte nous assure, donc on mange et tout, donc ça va bien et tout. Et maintenant, on se sert
de notre rentabilité et de notre puissance d'influence comme marque, à la fois auprès des gens qui nous lisent, mais à la fois auprès des autres marques ou à la fois auprès des pouvoirs publics. On se sert de notre pouvoir d'influence pour faire changer la régulation afin que ça soit plus possible, afin qu'il y ait des mesures réglementaires qui aillent dans le sens de la réduction des volumes de vêtements qui sont produits. D'accord, et ça, comment ça se passe? Tu veux en dire 2 mots sur des actions que vous menez là-dessus? Et ben ça, on s'est mis avec 370 maintenant autres marques industrielles et entreprises du textile. On a monté un mouvement qui s'appelle En mode climat. Et c'est un mouvement, donc c'est comme un lobby parce que c'est composé majoritairement d'entreprises du textile, mais on s'est mis comme objectif non pas d'utiliser notre pouvoir d'influence pour servir nos intérêts économiques propres, mais pour servir l'intérêt général, c'est-à-dire globalement diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre de notre secteur d'ici à 2050. Et donc, OK. et donc pour ça, et nous on veut que ça soit réglementaire, que ça soit ça, enfin que ça soit l'État qui se fixe ça comme objectif. Parce qu'on a assez attendu de compter sur le consommateur ou la consommatrice ou sur les entreprises qui vont changer elles-mêmes. Donc on sert de notre pouvoir d'influence pour demander des régulations qui aillent dans ce sens. Et les régulations qui aillent dans ce sens, il faut à la fois qu'elles diminuent, enfin, en gros il faut diviser par 2 la production et la consommation de vêtements. Et il faut aussi relocaliser une grosse partie de l'industrie parce qu'il y a des mécanismes en chaîne. En fait, comme je te disais tout à l'heure, on achète beaucoup de vêtements parce que c'est cher, parce que c'est pas cher, pardon. C'est pas cher parce que c'est produit à l'autre bout du monde. Donc ces trucs-là. Donc relocaliser, ça permet aussi d'arrêter d'avoir la mode qui est consommée comme quelque chose de jetable. Et l'autre aspect hyper important de la relocalisation, c'est que l'énergie, enfin en gros, c'est que ça décarbone, enfin ça réduit l'impact carbone des vêtements. Donc là, je te fais un petit topo de 30 secondes. Un vêtement, ce qui consomme beaucoup, ce qui émet beaucoup de gaz à effet de serre dans sa conception, c'est pas les matières, c'est pas le transport, c'est vraiment la phase industrielle, c'est l'énergie qui est brûlée par les usines pour transformer la matière première en vêtements. Donc c'est les D'accord. phases de teinture, filature. Donc filature, c'est pour faire le fil, tissage pour faire tissage ou tricotage pour faire le tissu, etc. Donc ces étapes-là, elles sont extrêmement consommatrices d'énergie. Et donc l'énergie, donc si tu fais ces étapes-là en France, l'énergie, elle est globalement pas très carbonée, c'est-à-dire qu'elle vient plutôt des énergies renouvelables et du nucléaire. Au contraire, si tu fais ces étapes-là en Asie, là où c'est fait, ou là où la majorité de l'industrie textile est localisée, l'énergie vient globalement des centrales à charbon et à gaz, quoi. Donc c'est ce qu'il y a de pire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc relocaliser la production en France, au-delà des impacts quand même sociaux et environnementaux directs que ça peut avoir comme bénéfice, c'est hyper important, rien que pour atteindre nos objectifs de décarbonation de l'industrie textile. Et alors tu parlais de ce mouvement comme étant un mouvement de 370 entreprises, et Mm. ce sont des entreprises un peu comme Loom, j'allais dire plutôt des petites entreprises du textile, où il y a aussi des grosses entreprises qui veulent s'auto-réglementer quelque part? Et ben, c'est ça qui est un peu triste, c'est que il y a pas mal, c'est plutôt des entreprises comme nous. Tu vois, la liste est disponible sur le site internet, hein, en mode climat.fr, tu vois, mais OK. donc il y a Opal, Asphalt, Mi 83, Picture, Patine, enfin tu vois, genre, ça c'est pour les marques que tu connais. Enfin, il y en a plein des marques de ce genre qui sont. On est quand même des petites marques. Enfin, voilà, on est petites marques, même si on est des grosses petites marques, mais voilà. On essaye d'avoir des grosses marques françaises qui sont engagées pour la lutte contre le réchauffement climatique. Par exemple, Decathlon, ça fait quand même, on essaye quand même de les motiver à nous rejoindre, mais pour l'instant, il n'y a aucune grosse marque, en fait, aucune marque avec des pratiques pas vertueuses qui nous a rejoints. Par contre, il y a beaucoup d'industriels. D'accord. Il y a beaucoup d'industriels, tous les industriels français en fait sont avec nous. C'est normal, ça les intéresse aussi d'avoir réduire la production et produire en France, c'est quand même le plus intéressant. Mais non, c'est ça que je déplore énormément parce que je comprends en fait que tu as une grosse entreprise, si tu relocalises, tu te tires une balle dans le pied. Si tu relocalises et que tes concurrents ils relocalisent pas, ben toi tu as tes coûts de production qui explosent, alors que les autres ils ont leurs coûts de production qui restent les mêmes, c'est juste que tu perds en compétitivité. C'est la prime au vice. Donc tout seul, les grosses boîtes elles peuvent pas bouger. Par contre, demander un changement réglementaire, c'est avoir les mêmes lois qui s'appliquent pour tout le monde. Donc quand ces grosses boîtes françaises qui clament partout s'engager pour la réduction des gaz à effet de serre, etc., ne saisissent pas l'opportunité justement de faire quelque chose qui soit puissant
à ce niveau-là, ben, moi je suis à la fois triste car il en va de l'habitabilité de la planète, mais surtout, enfin, je pense que ces marques auront des comptes à rendre un jour ou l'autre, quoi. Parce que là, la responsabilité de tout le monde, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aligner le secteur textile avec l'accord de Paris. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu de l'engagement de l'écosystème, en tout cas, enfin, de cette demande de pression collective pour plus de réglementation, je voudrais m'intéresser un petit peu à toi, comment justement tu as pensé tout le modèle de ton entreprise pour être en accord avec ses limites. Et justement, bah, tu disais c'est moins produire, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de moins produire? Comment est-ce que tu fixes finalement bah, un volume de production? Comment est-ce que tu sors de la mécanique de croissance de ton volume de production pour bah, finalement grandir et ce qui est l'attente première, hein, généralement, on va dire que d'une start-up qui se finance auprès d'investisseurs privés, etc. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ta vision de ce modèle? Non, la chose la plus importante, en fait, c'est pas le fait de refuser la croissance, c'est plutôt, en fait, globalement, si j'arrête de produire ou si je capte ma croissance, ça ne change rien au marché du textile. Enfin, il faut quand même le savoir, quoi. Enfin, vraiment, si je dis, bah, je produirai pas plus de 10 000 t-shirts, c'est juste que c'est une autre marque qui prendra cette opportunité de marché. Donc, c'est pas, en fait, et c'est dur à saisir parce on parle tout le temps de surproduction, quoi. Alors que le vrai sujet, c'est la surconsommation. C'est genre, pourquoi on produit autant de vêtements? Parce qu'en fait, on arrive à créer des désirs chez les gens. Donc nous, ce qu'on fait, c'est faire en sorte de ne pas générer de surconsommation. Et du coup, on considère que plus ou moins les ventes et la croissance qu'on- que, que connaît notre marque, bah, elle est vertueuse dans ce cas-là, quoi. Donc, bah, c'est ce que je te dis, enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur les mécanismes qu'on a mis en place, quoi. Globalement, voilà, tu fais en sorte que les gens, de ne pas essayer de refourguer des choses dont les gens n'ont pas besoin, quoi. Après, on ne capte pas nos volumes de croissance, on ne dit pas, bah, on fera 1 million et après on s'arrête. Ça, on ne le dit D'accord. pas. Parce que, en fait, parce que ça change rien au problème, quoi. Enfin, vraiment, enfin, c'est pas comme ça que le problème doit être abordé. Le problème doit être abordé du côté de la surconsommation, quoi. Ensuite, la vraie question, c'est, ça veut dire que la croissance est une conséquence de nos pratiques, mais la croissance n'est pas un objectif. Ça veut dire Ok. que si au bout d'un moment, voilà, enfin, c'est ce que je te dis. Moi, nous, on est rentable là, c'est bien. Enfin, tu vois, on est content, quoi. Enfin, on a besoin d'encore un peu plus de volume enfin, de chiffre d'affaires pour pouvoir stabiliser la boutique, ce genre de choses, et aussi, enfin, là, on s'en rend compte pour donner de l'argent à ce lobby là en mode climat, on se rend compte qu'on va avoir besoin de ce genre de financement-là. Mais globalement, la boîte, elle tourne et tout. On n'est pas obligé de se dire qu'on doit atteindre une taille infinie. On est à peu près à notre taille, enfin, à la taille à une taille qui est saine, quoi. Comment on fait pour se donner les moyens de se permettre de ne pas chercher la croissance à tout prix? Ça, c'est vraiment la question de qui te finance, la question de ben, qui décide en fait de enfin, qui prend les décisions pour Loom, quoi. Les gens qui prennent les décisions pour Loom, c'est les gens qui ont des parts au capital. Donc voilà. Donc la plupart enfin, les startups généralement, elles se financent en laissant rentrer des fonds d'investissement dans leur capital. Elles font des levées de fonds. Il y a des fonds d'investissement qui rentrent dans leur capital, et ces fonds d'investissement, ils disent, vous allez faire une croissance de x4, x5, x10, x100 pour que dans 4 ans, la boîte vaille 400, 100 fois plus, et que nous, on récupère notre argent en vous revendant à quelqu'un d'autre. Donc, bien sûr, avec un contexte de financement comme ça, si tu as ce genre d'investisseur à ton capital, c'est impossible de dire non, moi je suis bien là, j'ai ma taille optimale, je suis heureuse, etc., quoi. Donc nous, on a eu besoin d'argent, on a eu besoin de faire une levée de fonds en 2019 parce qu'on avait besoin techniquement, on avait besoin de trésorerie parce qu'on doit acheter les vêtements avant de les vendre, enfin, on doit les payer à nos usines avant de les vendre. Donc voilà, on a besoin ça s'appelle de cash flow. Donc on a fait une levée de fonds pour financer ce besoin en fonds de roulement que les banques ne voulaient pas financer par le prêt. Et on a fait une levée de fonds auprès de notre communauté avec la plateforme lita.co qui permet de faire ça. Donc ça s'appelle du crowd equity. Donc on a vendu 20% des parts de la boîte globalement à nos clients, nos clientes, enfin, les gens qui nous lisent, etc. Donc on est actionnaire majoritaire avec mon associé Guillaume, et il y a 20% de la boîte qui appartient à nos clients. Globalement, ça veut dire que globalement, et nos clients, c'est des gens comme toi et moi, c'est pas le genre de personne, enfin je sais pas, en fait, je te connais pas dans la vie perso, mais c'est pas le genre de personne qui vont nous appeler en nous disant
je veux faire x10 sur mon investissement et faites toute la croissance et j'en ai rien à foutre. Allez délocaliser en Asie pour que je me fasse plus d'argent. C'était pas tout à fait ça qu'on leur a vendu quand on leur a dit prenez des parts dans notre boîte. Donc ça nous assure, en fait, on a à notre capital, en tout cas notre capital est structuré de manière à ce qu'on n'ait pas à renier nos valeurs. Il n'y a personne qui va nous forcer à faire des choses contre nos valeurs et pour l'argent parce qu'on n'a pas laissé ces personnes-là rentrer comme investisseurs chez nous. Et donc voilà, qui est garant finalement de l'éthique de notre boîte, c'est finalement c'est moi, Guillaume, mon associé et nos investisseurs. Et du coup, je reviens sur ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, avant qu'on reparle de financement et peut-être même de gouvernance, heu, sur enfin, le fait que tu sois un peu agnostique sur la croissance en fait de la boîte et que Mm. finalement toi ta préoccupation première c'est la surconsommation. Mhm. Comment est-ce que tu as identifié que c'était ce problème majoritairement, aujourd'hui, dans le marché du textile? Et comment est-ce que, tu adresses, précisément en fait, cette problématique de surconsommation à travers, la manière dont vous communiquez, chez Loom, auprès de vos clients, la manière dont vous vendez? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors, comment on a identifié ce problème de surconsommation? En fait, tu n'as que à regarder les courbes. Tu regardes les OK, courbes de consommation, tu as globalement le nombre de vêtements par Français, il a été multiplié par 2 en 20 ans. Donc, c'est vraiment. Et OK, tu regardes les courbes, tu regardes les dates où tu vois cette date qui s'est passée, et tu regardes en même temps les courbes, tu vois, genre à quel moment est-ce qu'on a délocalisé l'industrie textile, quoi. Et à quel moment on a levé les barrières protectionnistes qui permettaient un peu de préserver l'industrie textile française du dumping social et écologique, etc. Donc, tu as des courbes qui sont hyper claires. Et à quel moment la fast fashion a explosé, quoi. Donc, d'accord. globalement, il y a un lien direct entre mondialisation sans barrière, délocalisation, montée de la fast fashion, explosion du nombre de vêtements par Français. Et, euh, et après, comment on a découvert ce truc de. En fait, l'autre, donc ça, c'est le prix dérisoire qui fait qu'on Mmh. achète plus de vêtements. Et ensuite, la question du renouvellement du désir, qu'on appelle l'obsolescence programmée du désir. Ça, on l'a découvert en lisant pas mal. Et après, enfin, t'as aussi des chiffres, tu vois, genre, tu sais, le nombre de collections par an entre une marque classique, normalement c'est 2, Zara c'est 52. T'as le Waouh! nombre et encore, enfin, Zara c'est plus du tout les. Enfin, maintenant il y a l'ultra fast fashion qui arrive et qui est en train de plier le game là-dessus. Zara c'est les boomers de la fast fashion. Et puis tu sors des trucs toutes les 5 secondes, enfin, c'est dingue. Genre, tu vas sur le site d'Assos, je crois que t'as plusieurs milliers de références différentes. Enfin, tu vas sur un choix de plusieurs milliers de fringues. Comment est-ce possible qu'il n'y en ait pas au moins 100 qui te plaisent? Et si elles coûtent 1 euro, bien sûr que tu vas les acheter, quoi. Donc ça, c'est aussi ce genre de courbe-là d'augmentation du nombre de références, de durée de vie des collections, etc., qui nous a fait prendre conscience de ça. Euh, sur ce sujet. En fait, la notion d'obsolescence programmée, elle existait déjà dans d'autres secteurs et tout, mais en fait, nous, dans la mode, on se rend compte que on consomme trop de fringues, ce n'est pas, enfin, on l'a testé nous-mêmes en labo, ce n'est pas à cause de la qualité des fringues qu'on consomme trop de fringues. Ça OK. peut être un peu à la marge, tu vois, je dis pas que mais c'est pas ça qui fait que on a doublé notre consommation de fringues. Et donc, comment on fait pour pas inciter les gens à consommer? Bah, une fois que tu as compris les mécanismes, qu'est-ce que c'est les mécanismes qui fait que tu consommes trop? C'est les prix dérisoires qui sont liés à la délocalisation. On produit au Portugal et en France. Du coup, tu n'auras jamais des t-shirts à 5 balles chez nous, tout simplement parce qu'ils nous coûtent 12 euros à produire. Donc, il y a un truc, c'est un truc comme ça. Donc, et à partir du moment où tu te dis non, on s'est dit, bah, on produit pour l'instant beaucoup au Portugal, un peu en France. On va essayer de relocaliser en France, mais c'est hyper compliqué parce que ça fait vraiment euh, exploser le prix non seulement parce que le niveau de vie est plus élevé en France, mais surtout parce que l'industrie textile française est beaucoup plus éparpillée et beaucoup moins solide que l'industrie textile portugaise, où eux, ils ont maintenu leur savoir-faire, etc. Donc ça, donc voilà, première garde-fou pour pas inciter trop les gens à consommer. Tu produis localement, ça peut pas être pas cher du tout. C'est obligé t'es obligé de payer un prix juste. Donc les deuxièmes facteurs, c'est le désir, renouvellement des collections. Donc nous, on n'a pas de collection, on a un vestiaire fixe et dedans, quand on a fini de développer un produit, on le rajoute. Donc des fois, ça nous prend, il y a vraiment des produits, ça nous a pris 3 ans. Enfin, là, on va sortir un jean en avril, mais je te jure que ça fait 3 ans qu'on bosse dessus, enfin, parce qu'on essaie vraiment de résoudre D'accord. la question du trou à l'entrejambe là. C'est Ah oui, genre, oui, oui, je vois très bien.
Et en fait, c'est pas du tout intuitif. On pensait que la bonne manière de résoudre le trou à l'entrejambe, c'est de faire une toile de jean super épaisse. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça. Donc, on a mis vraiment longtemps à comprendre d'où venaient ces trous, développer des tests pour simuler ce trou à l'entrejambe et développer une bonne toile de jean avec un tisseur français qui s'appelle Tissage de France, qui est l'usine qui est de 1083. Donc, on a réussi à développer une bonne toile de jean, normalement, qui se trouvera pas à l'entrejambe, on croise les doigts. Donc voilà, donc ça, on renouvelle pas nos collections, on a une collection fixe. Donc là, il y a un jean qui va sortir chez nous, il sera là pendant les 10 prochaines années. Tu vois. Enfin, on va ajuster un peu des choses en fonction des retours des consommateurs et tout, mais on va pas te sortir 16 modèles différents pour te donner envie de nouvelles choses, quoi. Donc le désir, c'est le renouvellement des collections. Donc du coup, comme on ne veut pas renouveler le désir, on ne fait pas non plus de collab, de drop, d'éditions limitées, tu vois, genre tous ces trucs-là qui sont aussi une manière de créer de la nouveauté. Tout ça, on ne fait pas. Deuxième aspect qui fait qu'on achète des choses dont on n'a pas besoin, c'est tout ce que je te disais tout à l'heure, le phénomène de promotion. Tu sais, les prix barrés, les 2 achetés 1 offert, tous ces trucs-là, ça fait... ou alors programme de parrainage moins 15 €, ou alors à bonne fin, tu vois, genre tous ces trucs-là, ça fait que c'est vraiment un vecteur d'achat compulsif de ouf. Et je sais pas si tu as déjà eu ça de te dire, ah là, c'est la section solde, je vais aller voir ce que c'est. T'achètes des trucs et en fait, tu les portes jamais. parce que tu les as achetés juste parce que c'était pas cher, quoi. Bon, donc nous, on a une politique simple, il n'y a jamais de promotion chez nous. Mais genre jamais. Genre mes parents n'ont pas de promotion chez nous. Tu vois, enfin, donc il y a un truc genre, et tout le monde, il y a des gens qui disent, ouais, Julia, il y a moyen d'avoir un petit code. Non, ma mère n'en a pas. Enfin, tu vois, genre, si ma mère veut quelque chose, c'est-à-dire que si elle veut un code promo chez nous, je lui dis, mais moi, je te l'achète, en fait. Mais il n'y a pas de. Enfin, je te file directement 15 balles si tu veux 15 balles de réduction, mais il n'y a pas de code promo. Donc là, tu es vraiment un truc où tu n'es pas en mode, t'achètes pas pour l'effet domaine. Et le troisième truc qu'on a fait, c'est un truc qu'on a mis plus longtemps à identifier, c'est les dark patterns, qui sont en fait des mécanismes qui jouent sur nos biais cognitifs pour nous faire des achats d'impulsion et non pas des achats qui font appel à notre raison. C'est en fait, et le meilleur exemple des dark patterns, c'est que tu vas sur le site booking.com, il y a plein de signaux qui sont là pour te faire acheter rapidement sans que tu réfléchisses. C'est qui sont là pour te mettre la pression. Genre, on dit 75 autres personnes sont en train de réserver ce truc-là, ou attention, cette destination est extrêmement prisée en ce moment. Dans la mode, il y a vachement de trucs aussi comme ça, tu vois, qui disent plus de 4 en stock, commandez avant le 7 septembre, moins 30% si vous commandez avant ce soir, les autres personnes qui ont commandé ça aiment aussi ça, vous aimez ça, vous pourriez aussi aimer ceci, si vous achetez ces 2 trucs-là, si vous en achetez par 3, vous aurez 30% de réduction, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dark patterns. Par exemple, les prix en 99, c'est aussi un dark pattern. Ça, c'est un truc. Les prix en neuf, ça te fait plus acheter que les prix ronds. Donc nous, il n'y a que des prix ronds. Donc tout ça, mais ça, c'est des trucs qu'on a identifiés plus tard parce qu'on a compris comment ça peut marcher les biais cognitifs, etc., quoi. Donc ça, c'est ce genre de choses. Enfin, tout ça. En fait, à chaque fois qu'on identifie des choses, finalement, on arrête de le faire, quoi. Et alors, j'allais te poser une question en bon marketeur après ça. Comment est-ce que tu fais pour vendre? C'est qui tes clients et comment est-ce que tu arrives à avoir des clients en allant à l'encontre de toutes les manières dont les marques classiques, en fait, font pression sur le consommateur final pour vendre, en fait, enfin, font du push. Comment est-ce que tu communiques avec tes clients? Comment est-ce qu'ils viennent à toi? Enfin, comment ça se passe? Alors, c'est assez... plusieurs étapes. Première chose, tout l'argent que tu ne mets pas dans la promo, les nouvelles collections et tout, tu le mets dans le produit. Donc il y a un truc mathématique à long terme. Quand tu te concentres sur ton produit, sur faire des tests, sur améliorer le truc plutôt que de faire de la pub Facebook, etc., tu as un avantage compétitif sur ton produit. Mais c'est vraiment un truc qui se construit à long terme. Et si tu regardes, nos produits, ils sont vraiment pas chers. Enfin, par rapport au marché, par rapport au marché de la musique, c'est normal parce qu'on applique un multiple très faible. C'est-à-dire le multiple, c'est le multiple qu'il y a entre le coût de production pure et le prix de vente. Nous, c'est 2,4. C'est-à-dire que voilà, notre t-shirt, il est vendu, disons que s'il était vendu 24 €, ça veut dire qu'on touche 10 €. Okay. D'accord? Donc c'est minuscule. Normalement, les DNVB, elles font au moins 3,5. Les DNVB, c'est ces marques qui existent uniquement en ligne. Commerce traditionnel, c'est 5. Et le luxe, c'est 10 ou je sais pas quoi. Donc nous, ça reste des vêtements chers parce qu'ils sont produits localement, mais en termes de marge, on est extrêmement peu gourmand. Et on est peu gourmand parce qu'on n'a pas besoin de dépenser de la thune dans tous ces autres trucs d'incitation à consommer, quoi. Et aussi, on est peu gourmand parce que foncièrement, on est peu gourmand. Enfin, comme ça ne nous intéresse pas la croissance à tout prix et de nous enrichir et de prendre le plus de thunes possible, on peut réussir à pratiquer des prix
qui sont le meilleur rapport qualité éthique-prix du marché, quoi. Personne peut être plus sobre que nous dans la gestion de cette entreprise, parce que qu'est-ce que tu peux faire moins que ne pas inciter à consommer, ne pas faire de collection, etc. Donc c'est un avantage compétitif finalement de se concentrer sur le produit plutôt que sur arnaquer le consommateur, mais c'est un avantage compétitif à long terme. Mais par contre, c'est méga puissant parce que ça veut dire que t'arnaques pas le client, et en fait le client ou la cliente, et en fait ça c'est enfin je sais pas toi, mais moi genre en fait une marque qui n'essaye pas de t'arnaquer, qui n'essaye pas de trop fourguer quelque chose dont t'as pas besoin, bah, c'est une relation de confiance que tu crées avec le client. Donc à long terme, si t'as acheté une fois chez moi, et si dans 10 ans t'as besoin de quelque chose, et tu te souviens de cette honnêteté là qu'a eu Loom avec toi, tu reviendras, quoi. Et après, l'autre chose qui fait qu'on n'a pas besoin de ces incitations à consommer, c'est que finalement ton éthique, elle finit par se savoir. Donc, mais nous c'est récent, hein. Enfin, tu vois, on existe depuis 2016, et là ça fait 1 ou 2 ans où il y a vraiment un truc qui commence à sortir, où vraiment on commence à avoir une notoriété et un bouche à oreille assez dingue. Parce que l'éthique, ça met du temps. Enfin, tu vois, l'exemplarité, ça met du temps, que les gens, ça met du temps à ce que ça se sache. Ça se saura jamais par la grande masse, mais en fait, c'est les prescripteurs qui sont les premiers à s'en rendre compte et qui ensuite diffusent le savoir. Exemple, je sais pas si tu vois qui c'est, Bon Pote. Tout à fait, j'ai interviewé Thomas dans le podcast il y a quelques Tu semaines. vois très bien qui c'est. Donc, Bon Pote, c'est quand même le mec le plus vénère de la Terre sur le greenwashing. Il découvre en fait notre entreprise, il creuse, et en fait, il se rend compte qu'on fait les choses bien, quoi. Et donc lui, c'est à la fois quelqu'un qui a la capacité d'analyse de voir est-ce qu'une boîte ou pas fait du greenwashing, et c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement prescripteur. Donc quand il fait un post LinkedIn en disant voilà une marque sans greenwashing alors qu'il vient de trasher Total, etc., son audience en fait, ben elle lui fait confiance, quoi. Donc le truc d'être une marque éthique, c'est c'est un avantage compétitif sur le long terme. Mais il y a un vrai truc de patience. Et il y a un truc de toujours essayer de s'améliorer, etc., quoi. Donc, Ok. sur le long terme, ça marche. Et sur les prescripteurs, enfin, cette stratégie des prescripteurs, en fait, à un moment, ça marche. Et après, nous, on a quand même un dernier levier hyper important qui est on est des communicants enfin, on a un blog, et même moi, bah, c'est pas pour rien que tu m'interroges, je suppose, et tout. Enfin, on essaye de dévoiler l'envers de la mode, quoi. À la fois ses impacts sociaux et environnementaux, et de démêler le vrai du faux sur ce qui se dit, quoi. Et donc ça encore, c'est très long terme comme effet, parce que notre blog, il existe depuis 2017, quoi. Et je peux te dire qu'au début, Hmm. pas énormément de vues, mais là, on commence à avoir un truc où nos articles sont lus et relus, etc. Ça encore, c'est un gros investissement qu'on a fait et qu'on fait toujours, hein. Ça nous prend des centaines d'heures d'écrire des articles, mais à long terme, ça paye, parce qu'en fait, l'entreprise, quand tu lis l'article d'une entreprise et tu vois qu'elle a analysé en profondeur qu'est-ce que ça voulait dire le coton bio, et en fait, voilà, qu'est-ce que c'était le vrai du faux sur ce sujet, ben, enfin, tu vois, t'as plus confiance, quoi. Enfin, tu sais comment cette entreprise, elle a compris. Mais c'est hyper intéressant parce que il y a quelque chose qui ressort, hein, et tu l'as dit, hein, d'un petit peu toute cette méthodologie, ou en tout cas cette stratégie que vous avez, qui est la patience en fait, Mm. et qui est aussi la pensée à long terme, et qui est en fait en complet, j'allais dire, désaccord avec la pensée start-up type lean, Oui. et où on a des résultats très enfin directement après des tests, et on change, etc., en permanence. C'est vraiment. Ouais, même si on le fait beaucoup, ça. Enfin, nous, enfin, pour le coup, on est assez lean dans l'organisation. Enfin, en fait, on vient de l'univers, enfin, en tout cas, mon associé vient de l'univers de la startup, quoi. Et on a fait une levée de fonds. C'est juste que il y a plein d'outils qui sont hyper intéressants. Enfin, tu vois, genre le truc de prendre les retours des utilisateurs pour améliorer notre t-shirt, etc. Ça, on utilise. Par contre, ce qu'on prend pas, en fait, ce qu'on prend pas, c'est qu'on a des différences, c'est les objectifs. Enfin, Mhm. notre objectif, c'est pas de nous enrichir, notre objectif, c'est pas de faire x100, notre objectif, c'est pas d'être introduit en bourse, notre objectif, c'est pas d'aller sur Mars en fusée, tu vois. Enfin, en fait, il y a un vrai truc Ouais. où ça change tout. Et du coup, certes, notre boîte, elle va bien, mais on est plus petit que toutes les autres marques qui sont lancées en même temps que nous et qui ont recours à la pub. Et quand je te dis plus petit, c'est 10, 12 fois plus petite, quoi. Et il y a des marques qui ont commencé 4 ans après nous, qui pour le coup, ont utilisé toutes ces techniques de pub, etc., elles sont 4 fois notre chiffre d'affaires. Donc il y a un truc genre, Mhm. on est rentable et tout. Il se trouve quand même que, enfin,
on va pas devenir énorme juste en étant éthique. Il y a enfin, en tout cas, il y a un vrai. On va quand même beaucoup moins vite que les autres. D'accord. Et moins loin, je pense. Je pense qu'il y a quand même un truc où on sera jamais significatif dans le marché de la mode. Et ça, c'est un problème que tu vois, bah, alors pas forcément au niveau de la rentabilité ou vous même de la j'allais dire de la santé de l'entreprise puisqu'elle elle tourne, mais au niveau de l'impact que vous voulez avoir sur le marché? Bah, en fait, jusqu'avant, je me disais non, parce qu'en fait, on inspire, tu vois, on sensibilise et tout. Et là, depuis qu'on s'est lancé dans le lobbying, bah, on se rend compte que si on pouvait faire des chèques de 100 000 euros facilement, bah, on pourrait se payer des lobbyistes qui aillent murmurer à l'oreille des politiques, on se pourrait Mmh. se payer des études, tu vois. Là, il y a une étude qui commence avec le Shift Project sur l'industrie textile, il faut la financer, il faut trouver 100 000 euros. Ben, si on avait de l'argent, on mettrait directement les 100 000 euros sur la table. Il y a, tu vois, pour l'affichage, pour le projet d'affichage environnemental sur le textile, il y a un outil hyper puissant qui te permet d'extraire en fait toutes les données de toutes les marques et qui serait hyper utile. Mais ça coûte 80 000 euros. Enfin, tu vois, en fait, il y a un truc genre, OK. pour notre entreprise, non, mais pour notre mission de militantisme et de lobbying et de faire changer le système, là, il y a besoin d'argent, quoi. Et donc, si on était plus gros, ben, on pourrait faire des chèques plus facilement, quoi. Donc, je te jure, jusqu'à il y a un mois, je t'aurais dit, mais non, en fait, on est heureux comme ça et tout. Et là, il y a un truc où, enfin, tu vois, genre, enfin, c'est pas pour autant, j'ai pas délocalisé en Asie, inciter les gens à consommer pour pouvoir financer ces choses-là, quoi. Mais il y a enfin, je me rends compte, quoi, que il y a Il y a un mur, hein. en fait, pour faire les changements systémiques, en fait, c'est pas pour rien. Les gens qui arrivent à enfin, les industries qui arrivent à être les plus puissantes en lobbying, c'est celles qui ont le plus d'argent. Enfin, t'imagines l'argent que doit avoir Total pour envoyer autant d'ambassadeurs à la COP26. Et du coup, ben, si tu peux envoyer personne, si t'as pas une thune, ben, tes intérêts, ils sont pas représentés. Et donc, il y a un peu ce truc-là que je trouve triste. Mais je me rends compte qu'on a besoin d'argent. Donc là, on essaie d'installer des trucs, tu sais, un système de pourboire à la sortie des commandes chez nous pour que les clients puissent nous aider et tout. Mais bref, c'est nos interrogations du mouvement, hein. Ça se trouve, OK. dans 3 mois, on aura trouvé une solution pour résoudre ça où des généreux philanthropes anonymes voudront nous filer des millions. Ça serait cool. Mais pour l'instant, on n'a pas la solution. Après, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. C'est on a beaucoup de gens qui nous aident en pro bono OK. sur ce truc en lobbying. Quand tu défends l'intérêt général, tu as moins besoin d'argent aussi. Tu as plein de gens qui sont en mode, vas-y, moi je bosse pour vous gratuit, oui, moi je vous fais votre politique de RP gratuit et tout. Il y a beaucoup de gens qui nous aident gratuitement, qui s'investissent et tout. Donc ça, c'est assez cool. Et tu parlais, au début, de votre collectif en mode climat. À travers ce regroupement de 370 entreprises, c'est pas plus facile de lever des fonds ou d'être impactant? Ben si, non, c'est de ça que je parlais hein, quand je te disais d'argent. C'était justement, on pourrait mettre de l'argent dans en mode climat et tout. OK. Si, mais après, enfin, la plupart des entreprises, elles sont dans les mêmes enfin, c'est compliqué pour elles de sortir beaucoup d'argent. Enfin, Ouais. enfin, tu vois, si on a, enfin, là, je réfléchissais si on voulait avoir, par exemple, 100 000 euros de budget par an, ce serait pour embaucher une personne. Ça fait quand même, tu vois, une cotise, sachant qu'il y a vraiment des entreprises qui sont toutes petites et qui n'ont pas les moyens. Enfin, il faudrait quand même 1 000 euros de cotisation par an, c'est beaucoup. Enfin, tu vois, en tant qu'entreprise, tu cotises déjà à pas mal de syndicats, etc. Et moi, je me rappelle qu'il y a 2 ans, quand on me demandait 1 000 euros de cotisation à Loom, j'étais là, bah, on peut pas se le permettre, en fait. Enfin, tu vois, il y a un espèce de truc où, genre, oui, on fédère plein d'acteurs, mais c'est pas les riches. Les Ouais. riches, ils sont fédérés dans d'autres systèmes. Mais oui, enfin, je pense que là-dedans, on est en train de réfléchir à ça avec quelques autres marques, dont du collectif Noyoko, La Vie est Belt, etc., pour trouver notre modèle de financement. Et on arrivera à sortir un peu d'argent, mais tu vois, c'est pas pour rien que Patagonia, enfin, tu vois, Patagonia, c'est le bon exemple, là, ils sont super gros, donc ils font 1 milliard, donc ils peuvent vraiment faire des gros chèques et financer des trucs assez dingos, quoi. Et donc, je suis assez, j'aimerais bien avoir Envieuse, ouais. j'aimerais bien avoir des gros chèques et pouvoir, tu sais, mettre un truc pour financer telle initiative et tout, ce serait trop bien. Et je voudrais revenir, encore sur la communication et la manière dont tu, bah, échanges en fait avec tes clients.
Ah Tu merde, je disais que t'entends vous plus. ne faites pas du tout de pub, donc ça, c'est un budget en moins. Mais est-ce que vous communiquez sur les réseaux sociaux? Vous êtes présent de quelle manière? Comment est-ce que vous échangez, en fait, avec vos clients? Je sais que c'est des grosses interrogations aussi pour des entreprises qui, malheureusement, se sentent obligées aujourd'hui de rentrer dans le jeu du sponsoring, de la pub à travers les réseaux sociaux parce qu'on se dit qu'on ne peut communiquer avec ses clients ou toucher une audience qu'à travers les réseaux sociaux. Vous réussissez à faire autrement? Comment ça se passe? Alors, nous, c'est parce que maintenant, on a atteint une notoriété qui fait que on a une base assez forte sur nos réseaux sociaux et sur notre newsletter. Et cette notoriété, elle augmente par le bouche à oreille. Mais on a commencé en faisant de la pub, hein. Enfin, OK. on a fait de la pub, on a fait des. Enfin, nous, on a tout fait, hein. On a fait les précommandes, on a fait la pub, on a fait le 2 acheté un offert, on a fait des grosses promos, on a fait des systèmes de parrainage. Enfin, entre autres parce que, enfin, je sais pas qu'est-ce qui arrive en premier. Je sais pas si c'est on s'est rendu compte que c'était pas bien et donc on a arrêté, ou bien que on s'est rendu compte que c'était pas bien au moment où on pouvait se permettre d'arrêter. Enfin, tu vois, il y a peut-être Mmh. aussi un peu de dissonance cognitive sur nous, etc. Mais il n'y a pas de secret. Enfin, effectivement, c'est genre soit t'es un, enfin, t'arrives pas à te faire connaître par hasard et seulement en ayant des bonnes intentions et en ayant des bonnes pratiques. Enfin, c'est surtout aujourd'hui où c'est assez peu différenciant parce qu'il y a plein de monde qui le fait ou qui prétend le faire, quoi. Donc il y a en fait, le système économique actuel favorise les pires pratiques. Enfin, vraiment, c'est genre, va émerger et va conquérir le marché les entreprises qui ont les pires pratiques. Mmh. Donc, plus tu as des pratiques éthiques, certes, ça peut te servir à long terme, comme que je t'ai dit sur le truc de la qualité des produits et tout, mais globalement, plus tu as, plus t'as des pratiques dégueulasses, plus tu vas être compétitif, plus tu vas gagner des parts de marché, quoi. Enfin, Shein, qui est une marque d'ultra fast fashion de l'enfer sur tous les points de vue, ils font 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils existent depuis 10 ans, tu vois. Ouais. Patagonia, ils existent depuis les années 70, ils font 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et Patagonia, c'est ce qu'on fera jamais plus gros comme marketing. Enfin, tu vois, donc il y a un truc, le marché favorise les pires pratiques. Donc il y a aussi un truc où exiger des marketing qui déjà s'engagent. En fait, pour moi, une marketing, à partir du moment où elle produit en Europe, elle a le droit de faire le reste. Elle a le droit de faire de la pub, elle a le droit de faire de la promo, elle a le droit de faire du dark pattern, elle a le droit de faire parce qu'en fait, elle fait le plus dur. Elle fait le plus D'accord. dur qui est genre baser son modèle économique sur rémunérer justement. Et en fait, c'est pas les marketing qu'il faut aller faire chier sur ces pratiques-là parce qu'elles, elles en ont besoin pour émerger. C'est vraiment les gros. C'est Mmh. les gros qu'il faut aller faire chier. Et en plus, il y a un autre phénomène qui est que une fois que tu as une marque comme nous qui émerge, en fait, on ferme la porte sur tous les autres derrière, quoi. Parce que si tu as une autre marque qui arrive et qui dit je fais un bon rapport qualité-prix, je fais pas de promo, je fais pas de collection, et nan, nan, et j'incite pas à la consommation et tout, mais en fait, elle aura jamais de notoriété, elle prendra jamais d'espace dans les médias parce qu'on a déjà tout pris. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est le cas. Enfin, moi, je le vois, je suis invitée sur 1000 podcasts. Tout le monde me demande de raconter la même chose, alors qu'il y a d'autres marques qui ont des pratiques comme les nôtres. Quand on les voit, elles sont dans notre mouvement. Juste qu'il y a de la place pour un. Et du coup, tu as un Patagonia, tu as un Veja, tu as un Loom, tu as un 1083. Et après, tu vois, t'as pas des centaines de marques qui sont développées, quoi. Oui, il y en a quelques-unes qui, en fait, prennent toute la lumière. Parce qu'en fait, une marque éthique, son seul avantage compétitif, c'est la différenciation par rapport au reste du marché. Mais du coup, la différenciation, une fois que c'est plus différenciant, tu le perds, quoi. Donc il y a un truc qui est vicieux. C'est-à-dire que nous, plus le système est pourri, plus l'industrie est polluante, plus tu as des scandales sur les autres, Mmh. plus notre marque, elle va marcher. Parce que plus on va être différenciant des autres, quoi. Donc, genre, en fait, quand tu as une marque éthique, tu as intérêt à ce que le système soit pourri. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un Mmh. vrai truc, genre, c'est pas. Enfin, tu vois, genre, nous, quand on s'est rendu compte de ça, que le développement des entreprises éthiques, au global, ne changeait rien au système, voire servait de caution au système, on a un peu déprimé. Non, et c'est là qu'on s'est dit, bon, bah, en fait, il faut changer les lois. C'est pour ça qu'en mode climat existe, D'accord. quoi. Parce qu'on a besoin d'exister et c'est bien. Et franchement, en fait, c'est pas vrai surtout. Ça crée de l'emploi aussi et de la valeur, tu vois, en Europe. Enfin, c'est moins pire, etc. Mais au global, enfin, le 85%, 90% du marché du vêtement en France, c'est l'enfer. C'est des trucs faits en Asie. Et j'allais te poser une question, justement pour changer cette histoire de place. Tu disais très bien, il y a un Loom, il y a un Veja et cetera. Est-ce que ça, c'est pas, aussi dû au fait qu'aujourd'hui, bah, la position ou en tout cas la communication se fait en ligne et que, bah, en ligne, à un moment donné, bah, tu es un petit peu bloqué justement par rapport à, bah, au temps de cerveau, et au type de communication que tu peux adresser?
j'ai interviewé il y a quelques mois une entreprise qui s'appelle Grain Sail, je ne sais pas si tu connais, Non. qui est Ah si, basée le en chocolat? Grain Sail. Ah oui, c'est pas le chocolat. Si, exactement, le chocolat et le café. Donc, bon, Mmh. eux, ils font des traversées entre les Caraïbes Mmh. et la Bretagne, en bateau à voile pour Mmh. ramener, leur café et leur chocolat et en fait, ils vendent, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans un rayon de 30 ou 50 kilomètres, Mmh. autour de justement, bah, leur usine de chocolat et de café. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à repenser justement pour les marques éthiques sur la base de l'ultra local en fait, en sortant des canaux de communication type réseaux sociaux, etc., et en allant plutôt dans le physique? Ouais, ouais, c'est Thomas Urias 2083 qui, je crois que c'est lui qui me disait ça, ou c'est mon associé, bon, qui disait en fait, maintenant il n'y a plus qu'une rue principale, c'est la première page du moteur de recherche Google, tu vois? Enfin, avec le commerce en ligne, c'est ça qui se passe, quoi. Genre, tu tapes le mot et il y a la place pour 20 marques et pas pour le reste. Alors qu'avant, quand on était sur le commerce physique, bah, en fait, c'était les devantures des magasins, quoi. Et donc tu avais quand même de la place pour beaucoup plus d'acteurs, quoi. Euh, euh, il y a effectivement il y a un truc à faire là-dessus, mais c'est pas du tout la tendance. La tendance, c'est. Mais moi, hein, je te dis ça, on existe, on est une marque e-commerce. Si on n'avait pas, s'il n'y avait pas eu Internet, on se serait jamais fait connaître comme ça. Enfin, on a aussi une notoriété qui est décuplée par rapport à notre taille. Enfin, on fait 1,5 million de chiffre d'affaires. Enfin, c'est tout petit. J'essaie de te trouver bon, je peux pas donner les chiffres des autres, tu regarderas. Euh, donc on fait 1,5 million de chiffre d'affaires, c'est tout petit. Et on arrive à avoir une notoriété extrêmement puissante parce que on est un acteur tu vois, qui est né sur Internet et qui communique sur Internet, etc. Si on était né en magasin et que notre communication c'était notre devanture ou des flyers qu'on fait, effectivement, on aurait eu un impact plutôt autour de 50 km autour de notre maison, quoi. Est-ce qu'on peut inverser ça? Est-ce qu'on peut refaire du commerce local, etc. Ben, j'espère, tu vois, mais c'est pas du tout la tendance. Enfin, il y a D'accord. vraiment un truc, enfin, on le voit, quoi. Les magasins ferment, les magasins indépendants ferment. C'est des chaînes maintenant qui prennent la place. Les centres-villes se ressemblent tous. Même que tu as des marques un peu cool, c'est toujours les mêmes marques que tu retrouves dans tous les centres-villes, quoi. Tu as une conserverie La Bellevilloise, un magasin Slip Français, un magasin Sœur. Et, enfin, tu vois, genre, c'est dans toutes les villes de France, t'as ce même truc, quoi. Et sans compter un H&M, un Zara, un Nike et tout. T'as très peu de trucs différents, quoi. Sauf, tu vois, genre, il y a Opal à Biarritz, il y a 1083 Romans-sur-Isère, ça c'est un peu dingue, mais c'est des exceptions, quoi. Et en plus, il y a une vraie tendance où le commerce en ligne tu vois, prend de plus en plus de place sur le commerce physique, ce qui génère des destructions d'emplois terribles. Voilà, il y a. Enfin, on en parle assez peu, mais avec l'essor d'Amazon, il y a des plans sociaux, enfin, le commerce, enfin, rien que dans le textile, tu as 26 000 emplois qui sont en danger là pour les prochaines années. Même les marques de fast fashion Zara et H&M, elles se reconcentrent sur le online parce que ça leur fait moins d'impôts à payer. Enfin, elles n'ont pas de charges de personnel à payer. Enfin, tu vois, c'est moins cher en fait de faire du online. Donc ça, si on veut revaloriser le commerce physique, etc., tu dois avoir des trucs qui empêchent Amazon de monter des énormes entrepôts. Tu dois avoir une taxe sur l'automatisation. Enfin, tu vois, tu dois avoir il faut mettre en place des pratiques législatives hyper fortes pour que ça arrive. Et le truc sur Amazon, ça n'arrive pas, hein. C'était dans la loi climat et ça a été retoqué. Tu peux suivre ce que fait Alma Dufour des Amis de la Terre qui a suivi cette campagne. Enfin, c'est Amazon détruit de l'emploi, de la valeur, tout ce que tu veux en France et on leur ouvre les bras, quoi. Les seules choses qui s'opposent à l'expansion de ce géant, c'est les militants, quoi. C'est pas la loi en tout cas. D'où en fait la volonté de lobbying que tu as et justement de pousser pour de la réglementation. Alors j'aimerais discuter d'un autre sujet, là pour le coup, qu'on a brièvement abordé, qui est plus celui en fait de la gouvernance et aussi de tout ce qui est entreprise à mission, statut particulier des entreprises éthiques et cetera. On un peu avec les mouvements impact et cetera, on parle beaucoup en fait de statuts particuliers comme le label ESUS, comme le fait d'être, sous statut coopérative en SKIC ou en SCOP et cetera. Vous, comment est-ce que vous abordez ça? C'est des réflexions que vous avez? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a des entreprises qui essayent de faire croire qu'elles œuvrent pour la planète.
et qui cherchent un label pour ça. Et je pense qu'il y a des entreprises qui veulent s'assurer que leur mission ne sera jamais dévoyée. Et c'est deux objectifs différents. Je ne connais pas en détail tous les labels que tu as dit, en fait. Et je pense que je pense qu'il peut y avoir bon, franchement, je pense que globalement, quand tu fais une COP, c'est quand même compliqué en tout cas dans notre secteur et tout, il y a quand même un truc où tu dis, voilà, là, enfin, il y a pas des actionnaires qui vont s'enrichir, quoi. Donc, en tout cas, dans les LICOUP, là, dans les COP françaises, là. Ouais. Licorne, là, les télécops, les biocop, etc. Enfin, il y a un vrai truc. Si tu compares par rapport aux autres acteurs de leur secteur, ben, biocop, ils n'ont pas d'actionnaires à enrichir, quoi. Donc, il y a un vrai truc, ça fait totalement la diff dans le marché de la grande distribution française. Donc, sur ces copes-là que je connais, Télécop, Enercop, enfin, c'est hyper puissant, quoi, comme modèle. Enfin, en fait, pour moi, ça garantit les deux choses à la fois encore une fois, hein, je suis pas experte, mais pour moi, ça garantit que je sais les intentions de cette boîte, tu vois, et je sais qu'elles ne peuvent pas être dévoyées avec le temps parce que leur statut même permet ça. Ouais. Sur ESUS, j'ai l'impression, ESUS, je connais pas très bien, mais j'ai l'impression que c'est aussi quand même assez contraignant sur ce que tu fais et comment tu le fais. En fait, que ça touche même au cœur même de ton business model. Oui, complètement, puisqu'il y a, enfin, il y a des limites au niveau des salaires, entre le plus petit salaire, le plus haut salaire. Il y a 50% des profits qui doivent être réinvestis au sein de l'entreprise. Donc, ça met quand même pas mal de limites. Ouais. J'ai l'impression que ESUS, en fait, comme ça garantit, en fait, ça garantit quelque chose sur ton business model, donc ça va. Alors que les autres, les B Corp ou les entreprises en mission, j'ai l'impression que c'est une surcouche que tu peux ajouter à ton modèle et que même si tu as ton modèle vraiment qui est dégueulasse au plus profond, tu vois, ben, tu peux, tu vois, par exemple, tu peux produire de l'eau en bouteille à l'autre bout du monde et être certifié B Corp. Donc, il a un truc alors que on sait bien, quoi, genre, produire de l'eau en bouteille, c'est, enfin, tu vois, genre, ton impact sur le monde, enfin, c'est pas ça qu'il faut, quoi, pour l'avenir. C'est pas ça, sauf à la marge, tu vois, pour des populations qui, enfin, tu vois, je veux dire, en solution d'urgence et tout, mais genre, faire que les gens qui ont de l'eau potable au robinet achètent de l'eau en bouteille, c'est compliqué, quoi. Donc, à partir du moment où, si le cœur de ta mission, il est pété et en fait, pas compatible avec le monde dans lequel on devrait vivre et que tu peux rajouter une surcouche, enfin, très bien, quoi. Mais, enfin, non, c'est pas ça que ça changera rien, quoi. Je pense que ça peut améliorer un peu une boîte, tu vois. Enfin, je pense qu'il vaut mieux être bicorp et entreprise à mission que pas, quoi. Mais je pense que tant que ça garantit pas quelque chose sur ton business model même, ça change rien. Et donc moi je te parle depuis depuis une entreprise non certifiée. On est au statut de SAS, je crois, et genre j'ai 40% des parts de ma boîte et Guillaume a 40%. Et c'est marrant parce qu'on se pose vachement la question, on était là, un truc comme ça et tout. Et en fait, pour l'instant, on s'est dit comment on fait pour assurer et tout. Et là, en fait, pour l'instant, on est tous les deux dans la boîte. Il n'y a pas. Waouh, alors vraiment, il se passe quelque chose de grave. Et peut-être qu'on va pas se réveiller demain en se disant finalement, ce que j'aime, c'est les Tesla, tu vois. Et ce que je veux, c'est faire le maximum de thunes. Enfin, en fait, on a assez confiance dans notre engagement et dans notre incorruptibilité. Parce qu'en fait, on pourrait le faire, ce truc, pour ne pas avoir besoin de mettre de garde-fous, etc. La question qui se pose, c'est si c'est plus nous qui gérons la boîte, si l'un de nous meurt, si l'un de nous veut faire quelque chose d'autre, là, il faut mettre en place des mécanismes qui assurent en fait que la mission de la boîte soit toujours assurée. Et là, on a pas mal regardé un peu ce qui se fait. Et il y a un truc hyper intéressant qui se fait, c'est le steward ownership. Et Mediapart a fait ça. En gros, la boîte elle-même sans dette, ou avec ses bénéfices, elle rachète les parts des investisseurs. Donc, dans notre cas, ça serait les parts de moi, de Guillaume et de nos actionnaires clients, là. Elle les rachète et donc, elle s'appartient à elle-même. Et la gestion de la mission de la boîte est déléguée à une fondation qui est créée pour ce cas précis. Et donc, si tu dis que la fondation, son but, c'est de réduire, tu vois, genre, les gaz à effet de serre du secteur textile, tu dois faire en sorte que la boîte s'aligne toujours sur ces trucs-là. Donc, elle pourra jamais être rachetée, elle pourra jamais être tu vois, genre noyauté, etc. Il y aura toujours un truc qui garantira la mission. Donc Mediapart a fait ça, donc il y a un truc où genre dans un système où il y a quand même un gros problème de médias qui sont qui sont trustés par des milliardaires qui ont vraiment des mauvaises intentions, avoir des systèmes comme ça pour Mediapart, c'est super. Je crois qu'il y a Le Monde, Xavier Niel qui a fait ça pour ses parts, qui l'a mis dans une fondation pour pas que ça puisse être touché. Donc c'est le fonds d'indépendance des médias, je crois.
Donc ça, je trouve que c'est un système super intéressant sur le truc de préserver tu vois, genre la mission de la boîte pour que ça aille dans le bon sens. Après, tu pourrais aussi avoir une fondation qui a un mauvais objectif et que ça soit dévoyé, hein. Mais en tout cas, ça nous semble être un mécanisme juridique super intéressant. Donc voilà, on réfléchit là-dessus en ce moment. Mais bon, encore une fois, c'est pas acté, quoi. Mais en tout cas, moi, tous les trucs qui servent à dire on est super, voilà, c'est super, etc. Mais on produit à l'autre bout du monde avec des gens qui ont des. Hmm. Enfin, tu vois, on fait du dumping social et écologique, on incite à consommer des fringues alors qu'on en a déjà trop sur la planète. Enfin, c'est. Bon, enfin, tu vois, je trouve que c'est s'acheter une conscience à bas prix, quoi. Ouais, non, non, je te posais la question aussi au niveau de la gouvernance, parce que j'en avais un petit peu parlé avec Railcop, justement, qui fait partie des licornes, et sur la manière dont ils intègrent en fait les sociétaires en tant que partie prenante dans des décisions sur le développement, la stratégie de l'entreprise, et sur ce modèle de gouvernance que je trouve intéressant. Après, j'ai pas d'avis tranché particulièrement, mais c'est l'échange qu'il peut y avoir en fait entre les différentes parties prenantes d'un business, que ce Mm. soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les dirigeants de l'entreprise et autres, sur justement un alignement par rapport à la stratégie et des décisions qui sont prises qui permettent en fait de ne pas tirer la couverture uniquement vers soi, mais de chercher à chaque fois en fait plus ou moins un objectif de bien commun entre ces différentes parties prenantes. Ouais, je suis d'accord. Nous, ça s'applique pas à notre business parce qu'il y a un truc on est 5 dans la boîte, tu vois. Enfin, en fait, tout le monde est tout le temps consulté, etc. Et enfin, je vois le truc en fait, c'est parce que Railcop et Aircop et tout, en fait, ils se substituent presque à des services publics, en fait. Mm. Il y a un vrai truc de genre, et dans ce cas, les utilisateurs sont aussi des citoyens, quoi. Moi, c'est pas un truc, enfin, sauf si on repasse à la planification textile et que c'est nous qui est choisi comme entreprise d'État, enfin, on n'est pas en train de se substituer à un service public. Ouais, On est ok. vraiment un espèce de truc, donc je pense que ça s'applique un peu moins. Et après, en fait, j'ai l'impression que tu peux tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes sans leur donner une voix. Tu vois ce que je veux Mm, dire? bien En sûr, fait, ouais. tu sais, c'est le truc c'est horrible, hein, mais c'est le truc de dictature éclairée. Enfin, tu vois, si t'as un chef d'État autoritaire, mais qui est vraiment Mère Teresa, et du coup qui va vraiment écouter tout le monde, etc., ben, peut-être, enfin, en tout cas, ça va plus vite parce que t'as pas à organiser d'élections, etc. Et peut-être que ça. Putain, je viens de comparer à un dictateur et ensuite à Mère Teresa. C'était vraiment, c'était vraiment ce truc-là. Non, non, mais en fait, c'est juste que je vois pas trop comment ça marcherait la gouvernance. Enfin, tu vois, je vais pas demander à. Bon, nos 3 salariés, on leur demande déjà leur avis sur tout, quoi. Mais c'est vrai que c'est nous qui tranchons. Et en fait, je vais pas demander aux gens qui ont acheté. C'est pas parce que tu as acheté une fois une paire de chaussettes chez moi que. Enfin, Ouais, je non, sais non, mais pas, ça, ça pourrait être avec nos actionnaires et tout, mais en fait, ils ont, ouais, déjà. En fait, il y a un vrai truc où c'est tellement compliqué en fait notre marché et de connaître l'entièreté de la chose, c'est que il y a besoin d'une quasi omniscience. Enfin, en fait, il y a besoin de comprendre vraiment tous les enjeux pour prendre les bonnes décisions. Et qu'il y a beaucoup d'enjeux purement business. Tu vois, genre ouais. choisir de pas d'avoir un multiple faible sur Mhm. nos fringues pour les vendre pas cher, c'est business en fait. Et ça, c'est pas ça, il vaut mieux que cette décision-là, elle soit prise par des gens qui ont une vision business. Tu vois ce que je Mm. veux dire? Ouais, je comprends, ouais. Et ensuite, si on veut qu'il y ait une gouvernance partagée pour assurer que l'entreprise ne devienne pas qu'on ne devienne pas des salauds, quoi, pour avoir des garde-fous pour qu'on ne soit pas des salauds, là, il y a, enfin, tu vois, genre, on n'en a pas besoin et je suis même pas sûre que ça marcherait. Si on donnait une voix à tous Mhm. nos clients, je ne suis pas sûre ou à tous nos actionnaires, je suis pas sûre que ça irait dans le sens de l'intérêt général, parce que tu peux avoir, si t'es actionnaire, c'est aussi un truc, peut-être plus l'entreprise elle fait de croissance, plus tes parts elles font, enfin, c'est le principe de la bourse, quoi. Plus Ouais. enfin, tu vois, tu vas essayer de maximiser en fait toi la valeur que tu as, quoi. Donc pour l'instant, je te dis truc de la gouvernance, j'ai pas à notre échelle, je trouve ça compliqué et surtout on a un truc de temps limité, on essaie de faire plein de projets et tout. Et j'ai pas l'impression qu'on ait ce besoin-là, tu vois, de genre mettre plus de démocratie dans notre dictature éclairée. Ok. Julien, on va arriver à la fin de cet échange. Est-ce que tu aurais... C'est horrible. Non, 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 justement, est-ce que tu aurais un conseil pour des entrepreneurs ou des dirigeants qui justement,
aimerait faire mieux, mais se pose des questions de comment, tu vois, c'est un peu des astuces que toi tu as vu justement au fil de ces années pour trouver un modèle vertueux. Euh, En fait, là, là, je suis au stade où je me dis que nous, on sert à rien, là, que les entrepreneurs éthiques, avec leur modèle vertueux, on sert à rien. Enfin, tu vois, il y a un truc, oui, bah, Loom, c'est super vertueux, et genre, et ben, ça n'empêche pas l'ultra fast fashion de se développer à grand rythme, quoi. Donc, moi, je pense vraiment que là, le rôle de tout le monde, c'est de faire changer les lois et de faire changer les régulations. Enfin, je pense que si tu es un entrepreneur, et que même si t'es un entrepreneur du textile, tu produis à l'autre bout du monde, tu fais vraiment des promos comme un sale, etc. Ne change rien, mais utilise ton pouvoir économique et d'influence pour faire changer les lois, pour qu'elles te contraignent toi en même temps que tous les autres. En fait, pour moi, là, l'entreprise, elle doit avoir un rôle de militantisme et de lobbying, quoi. Elle doit demander une régulation qui s'applique à tous et qui protège l'habitabilité de la planète. Enfin, c'est la conclusion que je tire après 5 ans, quoi. Le reste, et surtout, en fait, je le vois, là, toutes les entreprises, plus elles sont éthiques, plus elles essayent de s'améliorer sur, je sais pas, là, je viens de voir des gens qui faisaient une formation éco-conception à la Fédération du prêt-à-porter. C'est des marques qui sont déjà au top, tu vois, qui sont en train d'essayer de s'améliorer encore sur leurs choses. Et t'inquiète qu'il n'y a pas Zara ou Shine dans cette formation, quoi. Donc il y a un espèce de truc, je trouve que les marketing, on essaye en permanence de s'améliorer. Et en fait, l'écart avec, avec les entreprises traditionnelles est si énorme, quoi, que c'est sur elles c'est elles le vrai levier, c'est elles qu'il faut faire changer. Faut empêcher les gens de faire mal. Faut arrêter de vouloir être de mieux en mieux, de mieux en mieux et tout. Faut empêcher les gens de faire mal. Ça sert à rien. C'est très bien que tu arrêtes de bouffer de la viande. C'est très bien que tu arrêtes de prendre l'avion, mais en fait, il faut empêcher Jeff Bezos d'aller sur Mars. Vraiment, ça doit être ça notre objectif, quoi. Ok, merci beaucoup Julia et écoute, bon courage pour la suite avec Loom et merci beaucoup pour tes explications et ton passage dans le podcast. Maintenant, merci de m'avoir interviewé. Et non, mais je crois à la démocratie, hein. T'inquiète pas, je pense que personne n'en doute. Je pense que, par exemple, au sein d'une famille, en fait, quand les structures sont suffisamment légères et petites, tu peux avoir plein de choses qui se passent par consensus et qui se font de manière plus fluide. Et je crois qu'on a besoin de mécanismes qui assurent la gouvernance, etc., et de process qui permettent d'éviter les dérives quand on passe à une certaine taille. Ce qui explique pourquoi les COP, elles ont besoin d'avoir toute une ingénierie, en fait, de la décision, de la gouvernance et tout. Et chose que je pense on peut se passer sur les petites structures.